Le soleil se lève à peine sur Lyon quand le réveil d'Adrien se met à vibrer doucement. Il ne sonne jamais. Il n'en a pas besoin. Il est déjà réveillé. Depuis longtemps, la sueur colle son t-shirt à son dos. Sa respiration est encore trop rapide. Le plafond blanc au-dessus de lui est flou, traversé par des fragments d'images qui refusent de s'effacer. Des phares dans la nuit, le bruit métallique d'un choc, une odeur de brûlé, un cri, toujours le même rêve, toujours la même nuit. Adrien se redresse brusquement sur le bord du lit, enfouit son visage dans ses mains. L'horloge affiche 5h42. Il passe une main sur la cicatrice qui court le long de son avant-bras gauche, comme pour vérifier qu'il est bien là, dans cette chambre, dans cet appartement trop silencieux, et pas coincé dans ce passé qui s'obstine à revenir. Il a 43 ans, PDG de Carel Trans, une entreprise de logistique qui a grandi beaucoup trop vite pour lui. Dans la presse économique, on parle souvent de lui. Self-made man, visionnaire, leader exigeant. Ce que personne ne voit, c'est le prix payé à l'intérieur. Les nuits blanches, les déclencheurs absurdes, ce bruit de freinage qui le paralyse au milieu d'un passage piéton, une odeur de gasoil qui lui retourne l'estomac. Il se lève, ouvre la fenêtre. Lyon se réveille lentement. Les bus, les vélos, la Saône un peu plus loin, encore enveloppée de brume. Dans la chambre d'à côté, une respiration régulière. Zoé, sa fille de 10 ans. Ses cheveux bouclés toujours emmêlés, ses yeux sombres si sérieux pour son âge. Elle dort encore, agrippée à son doudou élimé, celui qu'elle refuse de lâcher depuis cette fameuse nuit. Il la regarde quelques secondes, appuyée contre le chambranle de la porte. Une vague de culpabilité lui remonte à la gorge. C'est lui qui conduisait, ce soir-là. C'est lui qui a voulu rentrer plus vite. C'est lui qui n'a pas vu la camionnette griller le feu rouge. Camille, la mère de Zoé, n'a pas survécu. Les médecins, les policiers, les juges, tout le monde l'a répété. Vous n'êtes pas responsable, monsieur Carel. L'autre conducteur était alcoolisé. Vous n'auriez rien pu faire. Mais la petite voix dans sa tête, elle, ne s'est jamais vraiment tue. Tu aurais pu freiner plus tôt. Tu aurais pu prendre une autre route. Tu aurais dû faire plus attention. Et, au-dessus de tout, une certitude sourde. Il est cassé, lourdement endommagé. Pas seulement son bras, pas seulement quelques os. Lui, en entier. Il se prépare un café trop serré, ouvre machinalement sa boîte mail. Une dizaine de messages urgents. Un client mécontent. Un fournisseur qui menace de rompre le contrat. Une proposition d'interview pour une émission sur les leaders inspirants. Le mot lui donne presque envie de rire. Zoé apparaît dans l'encadrement de la porte, les yeux plissés, la voix encore endormie. « Papa ? Oui, mon cœur ? Tu es déjà levé ?» Bisé, à l'assouvissable, comme d'habitude, tentait-il de plaisanter. Le monde de la logistique ne dort jamais, tu sais. Elle s'approche, s'assied sur la chaise face à lui, les jambes ramenées contre sa poitrine. « Tu as encore fait un cauchemar ?» Il hésite. Elle voit tout. Depuis longtemps. « Un petit », répond-il. Zoé le regarde longuement, avec ce sérieux qui lui serre le cœur. « Tu devrais retourner voir la dame qui t'aidait, là, celle avec les lunettes rouges. Tu dormais mieux quand tu y allais. » Il sent une pointe de honte. Sa propre fille lui rappelle qu'il a besoin d'aide. « On verra. » Esquive-t-il. Il. « Et toi, prête pour l'école ? Tu as sport aujourd'hui ? Non ? Oui. » Elle fait la moue. « Course d'endurance. J'aime pas. On dirait que mon cœur veut sortir de ma poitrine. » Il se fige à cette phrase, un peu trop sensible à ce vocabulaire. « Eh bien, tu t'arrêteras si c'est trop, » dit-il, avec une douceur un peu forcée. « Personne ne t'oblige à être la première. Tu fais de ton mieux, ça suffit. » Elle hausse les épaules. La prof de sport, elle aime bien ceux qui courent vite. Il attrape son sac, ses clés. « Tu sais quoi ?» dit-il en enfilant son manteau. « Ceux qui savent écouter leur corps et prendre soin d'eux, je les trouve beaucoup plus courageux que ceux qui foncent sans réfléchir. » Zoé lui adresse un petit sourire. Ce matin-là,
En descendant les escaliers avec elle, Adrien ignore encore qu'une rencontre inattendue va faire un minuscule craquement dans sa carapace. Quelque chose d'infime. Un premier point de lumière dans un décor qu'il a longtemps cru définitivement abîmé. Le collège de Zoé est situé sur les hauteurs de la Croix-Rousse, dans un vieux bâtiment de pierre blonde. Les parents se pressent dans la cour, jettent des regards à leurs montres, discutent des devoirs, des profs, des repas de la cantine. Adrien dépose sa fille devant le portail. « Je viens te chercher ce soir, dit-il. N'oublie pas ton manteau, il va faire froid. »« C'est mamie qui vient ce soir, » corrige Zoé. « Tu as une grosse réunion, tu te souviens ?» Il cligne des yeux. « Ah, oui, tu as raison. » Elle laisse échapper un petit soupir, qu'elle tente d'avaler aussitôt. Ce n'est pas grave. Cette phrase-là lui fait plus mal qu'un reproche. « Je demanderai à la responsable de changer l'horaire, » improvise-t-il. « Je peux... Papa, stop, c'est bon. » Zoé lui offre un petit sourire crispé. Mamie fait les meilleures pâtes du monde. Il la regarde disparaître dans la foule d'adolescents. Restera quelques secondes planté là, partagé entre la fierté de la voir si débrouillarde et la douleur de sentir la distance silencieuse qu'il ne sait plus comment combler. C'est ce même collège qui, le lendemain, lui envoie un mail au ton très correct, mais inquiétant. « Monsieur Carrel, nous souhaiterions vous rencontrer au sujet de Zoé, qui semble en difficulté dans certains cours. Pourriez-vous vous rendre disponible jeudi à 10 à 7 heures? Cordialement, la CPE. » Il lit et relit le message, le cœur serré. Encore un domaine où il a l'impression d'échouer. Jeudi, il arrive en avance. Costume encore plus soigné que d'habitude, comme si son apparence pouvait compenser ce qu'il ne maîtrise pas. On le fait patienter dans une petite salle, où des affiches colorées couvrent les murs. Semaine contre le harcèlement. Atelier théâtre. Groupe de parole parents célibataires, organisé par le centre social du quartier. Son regard s'attarde sur cette dernière affiche. Il détourne vite les yeux. Ce genre d'endroit, ce n'est pas pour lui. Il n'a pas le temps, pas la patience, pas la légitimité, croit-il. La porte s'ouvre. Monsieur Carrel, une femme d'une trentaine d'années, se tient sur le seuil. Cheveux châtains relevés en un chignon à moitié réussi, lunettes rondes, pull bleu marine, jean et basket blanche. Elle tient un dossier dans les mains. « Bonjour, dit-elle. Je suis Manon Lemaire, prof de français et référente de l'atelier théâtre. Merci d'être venu. » Il s'attendait à la CPE. Il se retrouve face à une prof visiblement pressée, mais dont le regard clair accroche le sien avec une douceur inattendue. « Asseyez-vous, » propose-t-elle en désignant une chaise. « On ne va pas vous retenir longtemps, je sais que vos journées doivent être chargées. » Il esquisse un sourire crispé. Disons, bien rempli, oui. Elle s'assoit à son tour, ouvre le dossier. « Je voulais vous parler de Zoé. » Immédiatement, il se tend. « Est-ce qu'elle a fait une bêtise ?»« Non, non, » le rassure-t-elle vite. Zoé est très discrète, justement. Trop peu être. Elle est sérieuse, polie, ne pose jamais de problème. Il fronce les sourcils. Alors, où est le souci? Manon cherche ses mots. Vous savez, ici, au collège, on voit passer énormément d'enfants. Il y a ceux qui se font remarquer par leur agitation, leur insolence, et il y a ceux qui ne se font presque pas remarquer du tout. Zoé fait partie de ceux-là. Elle relève la tête. Ce sont ceux qui m'inquiètent le plus. Adrien se sent piqué. « Vous voulez dire qu'elle va bien en apparence, » reprend Manon. Mais dès qu'il faut se mettre en scène, prendre la parole, donner une opinion, elle disparaît. Elle baisse les yeux, se renferme. Elle a eu une crise de panique l'autre jour quand on a fait un exercice où les élèves devaient se présenter de façon un peu improvisée. Il se raidit. Une crise de panique? Elle s'est mise à trembler, à respirer très vite, à dire qu'elle voulait sortir. On l'a accompagnée à l'infirmerie. Elle s'est calmée. Elle a dit que ce n'était rien. Mais Manon le fixe. Je pense que ce n'est pas rien. Les mains d'Adrien se crispent sur ses genoux. Vous insinuez que je ne vois rien?
Elle ne se dérobe pas. Je dis que parfois, quand on est très proche d'une situation, on ne voit pas tout. Surtout quand on a soi-même beaucoup de choses à gérer. Il encaisse, sur la défensive. L'envie de répondre, de lui rappeler qu'il assume seul une entreprise, une fille, un deuil, le brûle. Mais quelque chose, dans la façon dont elle parle de Zoé, le retient. Ce n'est pas du jugement, c'est de l'inquiétude sincère. « Qu'est-ce que vous proposez ?» finit-il par demander. Manon prend une feuille. « J'anime un atelier théâtre le mercredi après-midi, en partenariat avec le centre social du quartier. Ce n'est pas un cours au sens strict, mais un espace où les enfants jouent, explorent leurs émotions, apprennent à parler devant les autres. » Elle marque une pause. « Je pense que ça pourrait faire du bien à Zoé. On y travaille aussi sur ce qu'on ressent, sur la peur, la colère, la tristesse. Pas de façon violente. Doucement. » Il réfléchit. « Zoé n'aime pas trop être au centre de l'attention, » objecte-t-il. « Justement, » sourit Manon. « Ici, on fait comme si ce n'était pas le cas. On commence par des jeux en groupe, des choses simples. Je ne force jamais, je propose. » Elle observe son visage fermé. « Vous pouvez passer voir, si vous voulez. Mercredi prochain, 14 h, salle polyvalente du collège. Vous regardez, vous voyez l'ambiance, vous discutez avec Zoé après. Si elle n'aime pas, on arrête. » Il hoche la tête, par réflexe. « Je verrai si je peux, » dit-il. « Mes journées sont chargées, oui, j'ai compris, » termine-t-elle en souriant doucement. « Mais je me dis que si un PDG peut trouver 2 heures pour venir parler de son entreprise devant une classe, il peut être trouvé 1 heure pour voir sa fille faire un exercice de théâtre. » Il se fige. « Comment savez-vous » Elle rougit légèrement. « On lit parfois la presse, vous savez. Et puis, Zoé vous admire beaucoup. Elle a écrit un texte sur un héros ordinaire en début d'année. Elle a parlé de vous. Le cœur d'Adrien fait un bond douloureux. Elle... Quoi ? Je ne peux pas vous le montrer sans son accord, précise Manon. Mais je peux vous dire qu'elle voit surtout vos forces. Elle ne parle pas de vos failles. Ce n'est pas parce qu'elle ne les sent pas. C'est être parce qu'elle ne veut pas vous faire de peine. » Il se sent à nu, comme si cette prof avait ouvert une trappe qu'il garde soigneusement fermée. « Réfléchissez pour l'atelier, » conclut Manon en se levant. « Et, » elle hésite, « vous aussi, vous pouvez venir au groupe de parole du centre social. Il y en a un pour les parents solos. Il y a même des pères, parfois. » Il laisse échapper un rire sans joie. « Ce n'est pas vraiment mon genre d'endroit. Je pensais que ce n'était pas non plus votre genre d'endroit. Un collège un jeudi à 10 à 7 heures, » répond-elle avec un petit sourire. « Et pourtant, vous êtes là. » Elle lui tend la main. « Merci d'être venu. » Il serre sa main. Un contact de bref, chaud. Sur le chemin du retour, dans sa voiture, il repense à cette femme, à sa manière de dire les choses sans le ménager, mais sans sa violence froide à laquelle il est habitué dans son milieu. Elle aussi, sans le savoir, a touché quelque chose de fragile en lui. Une part qui se demande encore si, malgré les dégâts, il peut être un père vraiment présent. Mercredi, il ouvre son agenda, regarde les réunions prévues. 14 h, conférence téléphonique avec un gros client allemand. Il soupire, hésite, clique sur « Reporter ». Pour la première fois depuis longtemps, il décide que quelque chose dans sa vie pèse plus lourd qu'un client important. Une petite fille aux boucles sombres, une prof de français aux lunettes rondes, un atelier théâtre, et, peut-être, une première fissure dans son armure de PDG endommagée. La salle polyvalente du collège sent le vieux parquet et la peinture fraîche. Les rideaux noirs sont tirés, quelques chaises empilées dans un coin. Une quinzaine d'enfants sont en cercle, des baskets qui frottent le sol, des rires, des soupirs. Adrien se tient dans le fond, appuyé contre le mur, un peu mal à l'aise. Il n'a pas l'habitude d'être dans des lieux où personne ne le reconnaît comme le patron. Ici, il est juste le père de Zoé. On ne lui a jamais donné de badge pour ce rôle-là. On commence par un jeu de statues, annonce Manon, au centre du cercle.
Je mets la musique, vous marchez dans la salle. Quand je coupe, je dis une émotion. Et vous devenez une statue qui représente cette émotion, sans parler, juste avec votre corps. D'accord? Les enfants acquiescent, plutôt enthousiastes. Zoé, elle, garde les bras croisés, le regard fixé sur le sol. La musique démarre, une chanson instrumentale douce. Les enfants se dispersent, se croisent, se regardent, rient. Zoé marche, raide, les épaules légèrement remontées. Joie, la musique s'arrête, les corps se figent. Certains lèvent les bras au ciel, d'autres sautent sur place, d'autres encore font semblant de rire. Zoé, elle, esquisse un sourire timide, les mains dans les poches. Très bien, commente Manon. On recommence. Au fil des émotions, colère, honte, surprise, tristesse. Adrien observe. Il voit sa fille hésiter, se retenir, puis, petit à petit, se laisser aller à de minuscules changements. Une main qui couvre le visage, des épaules qui se voûtent, les bras qui s'écartent. Manon ne force jamais. Elle encourage, félicite, propose, sans jamais pointer du doigt ceux qui restent en retrait. À la fin, elle réunit les enfants en cercle. Est-ce que quelqu'un veut parler d'un moment où il a ressenti très fort une de ses émotions? Un garçon lève la main. Moi, quand mes parents se sont séparés, j'étais triste et en colère en même temps. Une fille. Quand j'ai raté mon contrôle de maths, j'avais honte. Et j'avais peur que mon père me crie dessus. Zoé reste silencieuse, le regard baissé. Manon ne la désigne pas, ne la met pas au centre. Merci d'avoir partagé tout ça, conclut-elle. Vous voyez, on ressent tous des choses, parfois très fortes. Ici, on peut les transformer en jeu, en histoire. On n'est pas obligé de tout garder à l'intérieur. Adrien se sent étrangement visé. À la fin de la séance, les enfants se dispersent. Zoé aperçoit son père dans le fond, sursaute presque. « Papa, tu es là depuis longtemps ?»« Depuis le début, » sourit-il. « Tu te débrouilles bien. » Elle rougit. « J'ai rien fait. » « Si, tu as essayé. C'est déjà énorme. » Manon s'approche d'eux, un sac sur l'épaule. « Ça va, Zoé ?» La fillette hoche la tête. « Tu reviens la semaine prochaine ?» Elle hésite, puis regarde son père. « Tu veux ?» demande-t-elle. Il se sent soudain très responsable de la tournure de sa phrase. La question c'est « Est-ce que toi, tu veux ?» Zoé mâchonne un moment sa lèvre. « Oui. Alors tu reviens. » conclut Manon avec un sourire. Et ton père est le bienvenu aussi s'il veut regarder d'autres séances, mais il n'est pas obligé. Elle lance un regard amusé à Adrien. Il pourra travailler son jeu de statue, qui sait. Il laisse échapper un rire. Je ne suis pas sûr que le monde soit prêt pour ça. Seulement stambis. De fétisso. Les semaines passent, rythmées par les ateliers du mercredi. Adrien ne peut pas venir à chaque fois. Les réunions, les urgences, les clients, mais il se débrouille pour être là au moins un mercredi sur 2. Il s'assoit au fond, observe, écoute. Il découvre une facette de sa fille qu'il ne connaissait pas vraiment, son humour discret, sa capacité à inventer des histoires, sa manière de se rapprocher d'un garçon qui stresse autant qu'elle en lui, chuchotant « On peut le faire ensemble si tu veux ». Un mercredi, Manon propose un exercice de « masque ». Vous allez écrire une phrase que vous dites souvent, mais qui cache ce que vous ressentez vraiment. On ne met pas les noms. Ensuite, on lit, et on imagine ce qui se cache derrière. Adrien observe les enfants qui écrivent. Zoé mâchonne le capuchon de son stylo, puis se décide. Manon collecte les papiers, les mélange, en lit un au hasard. Je vais bien. Elle relève la tête. Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Quelques rires. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Derrière, je vais bien, que je vais pas bien, répond une fille. Que je suis triste, ajoute un autre. Que j'ai peur que, si je dis que ça va pas, on me juge, dit une voix plus timide. Adrien se fige. Cette voix, il la connaît. Zoé. Une pression lui serre la poitrine. Il se revoit, des dizaines de fois, répondre « ça va » à ceux qui osaient lui demander juste après l'accident. Après l'atelier,
Alors que Zoé discute avec une copine, Manon glisse à Adrien. Les enfants apprennent vite à porter des masques, les adultes aussi. Il acquiesce. Vous en parlez avec elle? Il serait dit. De quoi? De son ressenti. De ce qu'elle a vécu. Nourkon. Nourkon. Les mots le transpercent. Elle était dans la voiture. Quand sa mère. Il ne finit pas la phrase. Manon baisse légèrement la voix. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit. Je ne suis que sa prof de français. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose de lourd derrière ces silences. Il avale difficilement sa salive. On a fait une thérapie. Après l'accident, finit-il par lâcher. Ensemble, puis chacun de notre côté. J'y allais toutes les semaines. Et puis, le travail, l'entreprise, la croissance. J'ai arrêté. Pourquoi? Il hausse les épaules. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Et parce que je me disais que je devais avancer. Arrêter de regarder en arrière. Et ça marche? Demande-t-elle simplement. Non, lâche-t-il dans un souffle. Le silence entre eux est lourd, mais pas oppressant. Vous savez, reprend Manon, on croit souvent qu'être adulte, c'est ne plus avoir besoin d'aide. Alors qu'en réalité, c'est peu être l'inverse. Savoir qu'on est trop endommagé pour réparer tout seul, et quand même décider de chercher des outils, des gens, des espaces. Il tique sur le mot « endommagé ». Je le suis, dit-il, plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Lourdement. Elle le regarde, sans détour. J'ai un fils de 7 ans, dit-elle. Son père m'a laissé tomber quand j'étais enceinte de 5 mois. J'ai cru que j'étais endommagé, moi aussi, que j'avais forcément un truc qui clochait pour qu'on m'abandonne comme ça. J'ai porté cette conviction pendant longtemps. Elle esquisse un sourire un peu triste. Et puis j'ai compris que je n'étais pas cassé. C'est lui qui l'était. Et que mon boulot c'était de réparer ce qui pouvait l'être chez moi, pas de me prendre pour un objet fissuré bon pour la poubelle. Ces mots s'accrochent quelque part en Adrien. Il ne sait pas encore s'il le rassure ou s'il le met en colère. Peut être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que cette femme, avec ses lunettes rondes et son pull bleu, vient de se frayer un chemin dans un endroit de lui qu'il garde habituellement verrouillé. Les semaines deviennent des mois. Zoé progresse. Elle joue un petit rôle dans la pièce de fin d'année. 3 répliques. C'est dérisoire pour les autres, immense pour elle. Adrien, dans le public, a le cœur qui bat plus vite que pour n'importe quelle réunion de conseil d'administration. Quand elle dit son texte, légèrement trop vite mais sans s'arrêter, il ressent une fierté brûlante. Après la représentation, dans la cour, Zoé se jette dans ses bras. « Je l'ai fait. »« Tu l'as fait », répète-t-il, la gorge serrée. Manon arrive à son tour. Son fils Jules, accroché à sa main, les cheveux en bataille, les joues rouges d'avoir couru partout. « Maman, j'ai mis toutes les chaises droites comme t'as dit. Tu as été mon assistant préféré, » sourit Manon. Jules se tourne vers Adrien et Zoé. « Bonjour, » dit-il avec sérieux. « Toi, tu es la fille qui faisait la dame avec le chapeau. » Zoé rougit. « Oui, c'était bien, » tranche Jules. Une amitié naît ce soir-là, d'abord entre les enfants, puis, plus doucement, entre les adultes. On commence par des cafés à la sortie de l'atelier, puis des échanges de messages bateaux. Zoé a oublié son bonnet, Jules a laissé son cahier de poésie, puis des conversations plus longues, en marchant jusqu'à l'arrêt de bus. Adrien découvre que Manon habite seule avec Jules dans un petit appartement au rez-de-chaussée, avec une cour partagée. Elle parle de son ex sans le diaboliser, mais sans l'excuser non plus. « Je ne veux pas que Jules grandisse avec l'idée que son père est un monstre ou un héros, dit-elle. Juste un adulte qui n'a pas su être à la hauteur. C'est triste, mais ce n'est pas à mon fils de réparer ça. » Il boit ses paroles comme on boirait une eau claire, après des années de boissons trop sucrées. Elle a une façon de parler de ses blessures sans se définir par elles qui le désarçonne. Un soir, alors qu'ils rentrent tous les 4 du centre social, Zoé et Jules devant, en train de se disputer sur la meilleure équipe de foot, Manon dit « Tu sais que tu n'es pas obligé d'être parfait, hein ?» Il sursaute légèrement.
Comment ça? Tu t'excuses tout le temps, dès que tu dois reporter un café, dès que tu as une urgence boulot. Tu promets des choses que tu ne peux pas tenir, puis tu culpabilises. Il se crispe. C'est facile à dire, quand on n'a pas une centaine de salariés et des clients qui attendent de vous, que vous soyez disponible 24 heures, 24. Elle ne se laisse pas démonter. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible non plus. Tu as le droit de poser des limites, même toi, même en haut de ta tour. C'est joli, dit comme ça, ironise T-il. Mais la réalité, c'est que si je ne suis pas au front, tout s'écroule. Elle s'arrête, le regarde. Peut être que le problème est là. Si tout tient sur un seul homme, c'est que le système est mal foutu. Il ouvre la bouche, prêt à rétorquer, puis se tait. Parce qu'une fois de plus, elle vient de viser juste. Il pense aux nuits au bureau, aux crises de panique qu'il cache derrière des coups de fatigue, aux dossiers qu'il refuse de déléguer, par peur qu'ils soient mal faits ou par besoin de rester indispensable. Manon lui sourit, mais ses yeux restent sérieux. Tu as le droit de ne pas être un rocher. Tu as le droit de couler un peu, parfois, tant que tu ne fais pas semblant auprès de Zoé. Ce soir-là, en se couchant, il repense à cette phrase. Il voit la version de lui qu'il montre à sa fille. Solide, inébranlable, toujours là, même quand ce n'est pas le cas. Et si, en se croyant endommagé, il avait surtout oublié de lui montrer qu'on peut être fort et fêlé en même temps. On n'efface pas des années de trauma, de deuil et de surinvestissement en quelques ateliers théâtre et quelques promenades au bord de la Saône. La vie a ses propres façons de rappeler qu'elle n'est pas un scénario maîtrisé. C'est une nuit de novembre que tout éclate. Karel Trans est au bord d'un tournant stratégique important. Un énorme contrat avec une chaîne de supermarchés est en négociation. L'enjeu est colossal. Plus de camions, plus d'entrepôts, plus de chiffres, plus de pression. Le conseil d'administration est divisé. Certains veulent accepter à tout prix, d'autres craignent que l'entreprise grandisse trop vite. Adrien navigue entre les deux, épuisé. Un journaliste économique, flairant le bon sujet, décide de creuser un peu le passé de l'entreprise et de son PDG. 2 semaines plus tard, un article apparaît sur un site très consulté. Photo d'Adrien, en costume, visage fermé. Titre: Karel Trans, croissance fulgurante, passé trouble. On y parle de l'accident. De la nuit où, 5 ans plus tôt, un camion sous-traitant de l'entreprise s'est renversé sur l'autoroute, provoquant une collision en chaîne. On rappelle que la camionnette alcoolisée venait en sens inverse. Mais on insinue que la pression sur les chauffeurs, les horaires intenables, les coups serrés ont pu jouer. L'article ne ment pas vraiment. Il déterre des rapports, des témoignages, des mails internes, rien de strictement illégal, mais suffisamment pour dessiner un portrait, celui d'un PDG obsédé par la performance, qui aurait fermé les yeux sur certaines réalités. Et, au détour d'un paragraphe, une phrase. Rappelons que le PDG lui-même a perdu sa femme dans un accident de la route impliquant un poids lourd. Coïncidence troublante. Adrien lit, relit, la respiration coupée. Ce qui était jusqu'alors une douleur intime se retrouve exposé, analysé, presque utilisé, comme un élément de storytelling. Les réactions ne tardent pas. Un salarié partage l'article sur les réseaux internes avec un commentaire venimeux. Un syndicat demande des garanties sur les conditions de travail. Un client met en pause la négociation. À la maison, Zoé tombe sur l'article par hasard, sur la tablette de sa grand-mère. « Papa », elle brandit l'écran. « C'est vrai ça. Ils disent que c'est de ta faute si les camions roulent trop vite. » La panique explose en lui. Il lui arrache presque la tablette des mains. « Ne lis pas ça. »« Mais tout le monde en parle au collège, » proteste-t-elle, les yeux brillants. « Ils disent que tu es un assassin de la route. » Ce mot-là le transperce. « Qui t'a dit ça ?»« Des garçons. Ils ont regardé l'article sur leur téléphone. Ils ont dit que c'était écrit. » Il sent la colère monter, violente, pointer vers ces adolescents insolents, vers le journaliste, vers le monde entier. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, » dit-il, la voix tremblante,
C'est plus compliqué. Zoé le fixe, livide. Pourquoi tu ne m'as jamais tout dit alors? Il se ratatine intérieurement. Je voulais te protéger. Tu voulais surtout te protéger toi, rétorque-t-elle d'une voix qu'il ne lui connaissait pas. De devoir en parler. La phrase le touche en plein ventre, parce qu'elle est vraie. Zoé claque la porte de sa chambre. Il reste seul au milieu du salon, tablette à la main, l'article toujours ouvert, ses propres fautes en gros caractères face à lui. Le soir même, il annule le café prévu avec Manon. Désolé. Grosse urgence au boulot. On remet? Elle répond simplement. D'accord. Prends soin de toi. Mais les annulations se répètent. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Les visages des investisseurs, les mails des avocats, les réunions de crise envahissent tout l'espace. La nuit, ses cauchemars reviennent, plus violents. Il revoit la voiture. Il revoit le camion. Et maintenant, s'y ajoute la une de l'article, les commentaires anonymes. Voilà le vrai visage de ces patrons. Ils s'enrichissent sur le dos des chauffeurs. Et après, ils pleurent parce qu'ils ont perdu leur femme. Ils commencent à boire un peu plus le soir. Juste un verre, puis 2, pour se détendre. Il oublie l'atelier théâtre du mercredi. Zoé ne dit rien. Elle s'habille, y va quand même. Manon remarque son absence. « Ton père ne vient plus ?» demande-t-elle doucement, après la séance. Zoé hausse les épaules. Il est occupé. C'est normal. C'est un patron important. Le mot « normal » la fait tiquer. Un soir, après les ateliers, elle hésite, puis envoie un message à Adrien. « Je ne veux pas être indiscrète, mais je m'inquiète pour toi. Et pour Zoé. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Il lit le message, le cœur serré. Le silence s'installe, puis il tape une réponse. La supprime. En écrit une autre. La supprime encore. Finalement, il écrit. « Je n'ai pas le temps, je dois gérer, merci. » Court, froid, défensif. Manon lit. Reste longtemps le téléphone dans la main. Elle a déjà vu ça. Cette façon de se refermer brutalement quand la douleur devient trop forte. Chez certaines mères solo, qu'elle accompagne au centre social. Chez elle, aussi, à une époque, elle sait qu'elle ne peut pas forcer la porte. Alors elle pivote son attention là où elle peut être utile, auprès de Zoé. La petite continue de venir, mais son jeu se fige. Ses textes deviennent plus sombres. Ses personnages parlent de culpabilité, de voitures qui foncent, de gens qui font semblant que tout va bien. Manon décide d'organiser une séance spéciale parents-enfants à l'atelier. Elle envoie une invitation. Mercredi prochain, atelier collectif. Les parents sont invités à participer avec leurs enfants. Ce n'est pas obligatoire, mais ce serait beau. Adrien reçoit le mail. Il est sur le point de l'archiver automatiquement, comme tous les messages qui n'ont pas « urgence » ou « important » dans l'objet. Mais le mot « parent » l'accroche. Ce mercredi-là, il sort d'une réunion particulièrement tendue. Son associé lui hurle presque dessus. « Tu te rends compte de ce que cet article nous coûte? Si tu n'avais pas voulu tout contrôler, si tu avais écouté quand on te disait de déléguer. » Les mots glissent sur lui comme des éclats de verre. Il sort du bureau, la tête bourdonnante, le cœur au bord de l'explosion. Dans l'ascenseur, il voit son reflet. Cernes creusées, mâchoire serrée, costume impeccable qui ne réussit plus à masquer les fissures. Les portes s'ouvrent sur le hall, sur la ville, sur 1000 directions possibles. Il regarde sa montre. 13h48. L'atelier commence à 14h. Sans réfléchir plus, il tourne à gauche, pas à droite, pas vers le parking, vers le métro, vers le collège. Il arrive en retard. La salle est déjà remplie de parents assis en cercle avec leurs enfants. Des mères, des pères, des grands-parents. Les chaussures traînent, les rires montent. Zoé est assise à côté d'une chaise vide, le regard tourné vers la porte, comme si elle espérait quelqu'un. Quand Adrien entre, essoufflé, elle sursaute. « Papa ?»« Désolé, » souffle-t-il. « Il y avait des bouchons. C'est faux. Il a juste mis du temps à choisir. » Mais l'étincelle dans les yeux de Zoé lui dit que
Pour une fois, elle ne va pas vérifier l'exactitude de ses excuses. Manon le regarde depuis le centre du cercle, le voit, décoiffé, la cravate de travers, comme s'il avait couru. Et, pour la première fois, elle voit autre chose que le PDG sûr de lui. Elle voit un homme au bout du rouleau qui a quand même choisi d'être là. « Alors, dit-elle en tapant dans ses mains, aujourd'hui, ce sont les enfants qui dirigent. Ce sont eux qui nous disent quelle scène on joue. Qui veut commencer ?» Zoé lève timidement la main. « Moi. » Il est surpris. « Très bien, Zoé, » sourit Manon. « Tu veux qu'on joue quoi ? Une scène où un adulte dit « je vais bien » alors qu'il ne va pas bien, dit-elle. Un silence tombe. Les regards glissent vers les parents. Manon acquiesce. « D'accord. Qui veut jouer l'adulte ?» Zoé regarde son père. « Papa. » Il sent ses entrailles se tordre. « Tu peux dire non, » chuchote Manon. « On trouvera quelqu'un d'autre. » Il respire. Regarde sa fille. Pense à toutes les fois où elle le regarde, disparaître derrière son ordinateur. Son téléphone, c'est « urgence ». « D'accord », dit-il. La scène est simple. Zoé, jouant l'enfant, demande « Ça va ?» Adrien, jouant l'adulte, répond « Oui, ça va ». Manon intervient. « Stop. Et maintenant, vous changez le texte. » L'adulte doit dire ce qu'il ressent vraiment. Le cœur d'Adrien s'emballe. Les regards le brûlent. Zoé le regarde, elle aussi. Pas comme une élève regarde un prof. Comme une fille regarde son père, enfin forcé à déposer quelque chose. « Je suis fatigué, » lâchetait-il d'abord. « Continue, » murmure Manon. « Je suis en colère. Contre moi. Contre ce qu'on dit de moi. J'ai honte. J'ai peur. » Sa voix se brise. « Peur de quoi ?» demande doucement Zoé, fidèle au jeu. « Peur que tu me vois comme les autres me voient, avoue-t-il, comme un type dangereux. Peur que tu m'en veuilles. Peur que tu réalises à quel point je suis cassé. » Les mots tombent, lourds, enfin sortis. Zoé ne joue plus. Elle se rapproche, pose sa petite main sur son poignet. « Je sais que tu es cassé, » dit-elle simplement. « Depuis longtemps. Le silence est total. Mais moi aussi, je suis cassé. » Il la fixe, sidéré. « Et c'est pas grave, » ajoute-t-elle. « On va coller les morceaux ensemble, avec des trucs dorés, comme dans l'histoire que la maîtresse a racontée. Le kintsugi, » souffle Manon, la gorge serrée. L'art japonais de réparer les poteries avec de l'or. Zoé hoche la tête. « Voilà, moi je veux bien être un bol en kintsugi avec toi. » Les larmes d'Adrien coulent sans qu'il puisse les retenir. Manon détourne légèrement les yeux pour leur laisser un peu d'intimité, même au milieu du groupe. Cette scène-là, plus que l'article, plus que les réunions, va marquer un tournant. Le soir, après que Zoé s'est endormie, épuisée mais apaisée, Adrien compose un numéro qu'il avait rangé tout au fond de ses contacts. « Docteur Picard ?» La voix de la psy aux lunettes rouges répond, étonnée. « Monsieur Carrel ? Ça fait longtemps. »« Oui, » murmure-t-il. « Je crois que j'ai besoin de revenir. » Il ne le sait pas encore, mais ce coup de fil va être le début d'un long mouvement de reconstruction, et Manon, sans le savoir pleinement, en est l'un des déclencheurs. Le temps qui suit n'est pas magique. Ce n'est pas « il retourna en thérapie et tout alla bien ». Il y a des séances où Adrien ressort vidé, énervé, avec l'impression d'avoir ouvert des plaies qu'il préférerait laisser cicatriser de travers. Il y a des nuits encore hantées par l'accident. Il y a des jours où il manque de retomber dans ses vieux travers. Tout contrôler, tout prendre sur lui, oublier de manger. Mais il y a aussi des changements concrets. Il accepte enfin de déléguer des responsabilités à un directeur des opérations. Il instaure une charte interne sur les horaires des chauffeurs, plus stricte, quitte à perdre un peu de rentabilité. Il organise des rencontres avec les équipes terrain, où il écoute sincèrement, sans posture. Certains y voient un signe de faiblesse, d'autres, une évolution bienvenue. Zoé, elle, remarque surtout qu'il est plus présent. Pas à tous les matchs de basket, pas à toutes les sorties, mais réellement là quand il y est, sans téléphone à la main.
Un samedi après-midi, alors qu'ils sortent du marché, ils croisent Manon et Jules, les bras chargés de fruits et de baguettes. « Salut !» lance Manon avec un sourire un peu gêné. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en dehors de l'atelier. J'ai été, Adrien cherche le mot, occupé à me casser différemment. » Elle rit, surprise. « Et ça a donné quoi ? Je me casse moins tout seul, déjà, j'ai repris la thérapie. » Son regard s'adoucit. « Je suis contente pour toi. » Zoé et Jules ont déjà filé vers le manège, en réclamant chacun un tour. « Tu veux qu'on prenne un café ?» propose Manon. « J'ai encore 15 minutes avant que Jules ne déclare qu'il meurt de faim. »« Avec plaisir, » répond-il. Ils s'installent à la terrasse d'un petit café, les enfants sur des chaises hautes, des moustaches de chocolat chaud au-dessus des lèvres. « Je suis désolé pour la façon dont je t'ai parlé, la dernière fois, » dit Adrien quand les enfants sont trop occupés à compter leurs tickets de manège. « Quand je t'ai envoyé promener, » elle hausse les épaules. « J'ai connu pire, » plaisantait-elle. Puis, plus sérieusement, « Je savais que tu étais en train de survivre, pas de vivre. Quand on est dans ce mode-là, on mord parfois la main qui se tend. Tu n'avais pas à encaisser, c'est vrai. Et je ne l'encaisserai pas 10 fois, » répond-elle sans dureté. « Mais tu as fait mieux depuis, tu es revenu, pas pour me dire « sauve-moi », mais pour dire « je vais chercher de l'aide ». C'est différent. » Il la regarde, frappé par sa clarté. « Tu sais, Manon, j'ai longtemps cru que j'étais foutu, pas récupérable, que le mieux que je pouvais faire, c'était limiter les dégâts autour de moi. Et maintenant, il jette un regard vers Zoé, qui rit avec Jules. Maintenant, je me dis que je peux être, réparer des choses. Pas dans le sens de revenir en arrière, mais dans le sens de construire autrement. Pour elle, pour moi. » Il hésite, et peut être pour quelqu'un d'autre. Elle soutient son regard. « Tu veux dire, pour moi ?» Il rougit légèrement. Elle n'a jamais aimé tourner autour du pot. « Oui, » dit-il simplement. Un silence tombe. Pas un silence gênant. Un silence où quelque chose se dit sans mots. « Tu sais que je ne suis pas légère, » prévient-elle. « J'ai mes propres blessures, mes peurs. Parfois, je panique quand Jules a de la fièvre, parce que je revois des scènes d'hôpital. Parfois, je surréagis quand quelqu'un est en retard, parce que j'entends encore la porte-claque de mon ex. Tu n'es pas la seule à surréagir, sourit-il tristement. Moi, je manque de m'évanouir quand un camion freine trop fort. On sera un joli duo de gens déclenchés par la vie. » Elle rit, puis se fait plus sérieuse. « Je ne veux pas d'une relation où je deviens ton anxiolytique humain, » dit-elle. « Je veux quelqu'un qui fait son propre boulot de réparation, qui vient vers moi parce qu'il en a envie, pas parce qu'il est en ruine. » Il acquiesce. « Je suis en train de le faire, » assure-t-il, « et ce que je ressens pour toi, ça ne ressemble pas à une bouée de sauvetage. Ça ressemble à l'envie de marcher avec quelqu'un qui regarde dans la même direction, même si on a les genoux écorchés. » Elle le regarde longuement. « Tu as prévu une métaphore pour chaque étape de notre conversation ?» Il rit, relâchant la tension. « Pardon, déformation professionnelle. Quand tu passes ta vie à construire des routes plus fluides pour les marchandises, tu finis par parler comme un PowerPoint. Et as décivisel à visser. Heureusement que tu as une fille et une psy pour te rappeler que la vie, c'est autre chose que des flux, » répond-elle. Il se sourit. « On pourrait prendre le temps, » propose-t-elle. « Pas coller une étiquette tout de suite. Voir comment on se sent tous les quatre. Toi, moi, Zoé, Jules. Ça me va, » dit-il. « Je ne suis plus pressé. Enfin, j'essaie. » Les mois suivants, ils apprennent à composer. Des dîners où les enfants mettent le chaos dans la cuisine pendant qu'ils essaient de suivre une recette. Des sorties au parc de la Tête d'Or, où Jules grimpe aux arbres pendant que Zoé lit assise sur une branche basse. Des soirées où, après avoir couché les enfants, ils restent à parler jusqu'à tard. D'abord à distance prudente sur le canapé, puis un peu plus proche. La première fois qu'il dort chez elle, c'est après un orage. Zoé a eu peur des éclairs. Jules aussi. Les deux enfants ont fini dans le grand lit de Manon. « On n'a plus de place, »
dit-elle en riant, épuisée. Tu peux prendre le canapé si tu veux, au lieu de traverser toute la ville en pleine nuit. Il hésite, accepte. Cette nuit-là, il se réveille une fois, le cœur battant, prêt à être happé par un cauchemar. Mais au lieu des phares et du tôle froissé, il entend une petite voix dans la pièce d'à côté. « Maman, j'ai chaud !» Et une autre, plus grave, qui murmure. « C'est moi, Zoé. Tu veux que je te fasse de la place ?» Il sourit dans le noir, se rendort. Ce n'est pas un sommeil parfait. Mais c'est un sommeil où, pour la première fois depuis longtemps, son esprit associe la nuit à autre chose que la peur. Un dimanche, ils se retrouvent tous les quatre à la campagne, chez la mère d'Adrien, dans une petite maison en pierre près du Beaujolais. La mère observe ce drôle de quatuor avec un mélange de curiosité et de joie. « Tu as encore ramené du travail à la maison ?» plaisante-t-elle, en voyant Adrien couper des légumes pendant que Manon prépare une tarte. « Non, » sourit-il. « Cette fois, je crois que j'ai ramené de l'aide. » Zoé et Jules jouent au ballon dans le jardin. Des éclats de rire résonnent. La mère s'approche de son fils. « Tu as l'air différent, » dit-elle doucement. « Plus vivant. » Il hausse les épaules. « J'essaie. Ça n'efface rien. Mais j'ai arrêté de croire que ma vie s'était arrêtée dans cette voiture. » Mise et Bilmoncon, elle lui prend la main. « Camille n'aurait pas voulu que tu restes coincé là-bas, » murmure-t-elle. « Tu le sais, hein ?» Il ferme les yeux un instant. J'essaie de l'accepter. Plus tard, alors que le soleil se couche et que les enfants ramassent des escargots dans le jardin, Manon et lui s'asseyent sur le petit mur de pierre, un plaid sur les épaules. « Tu regrettes parfois, » demande-t-elle, « d'avoir partagé ton passé, de te montrer comme tu es ?» Il réfléchit. « Avant, je pensais que si quelqu'un voyait à quel point j'étais endommagé, il partirait en courant. If tease, if tease, if tease, if tease. Je suis toujours là, constate-t-elle. C'est ça, le plus surprenant, sourit-il. Tu n'es pas resté parce que tu voulais me réparer. Tu n'es pas parti parce que j'étais trop cassé. Tu as juste accepté de voir les fissures et de laisser les tiennes visibles aussi. Elle pose sa tête sur son épaule. Je crois que c'est ça, aimer à notre âge, murmure-t-elle. Pas se promettre qu'on va tout arranger. Juste se dire, je vois tes ruines, tu vois les miennes, et on choisit quand même de construire quelque chose au milieu. Il regarde Zoé qui explique patiemment à Jules qu'on ne met pas les escargots dans les poches de pantalon, Manon à côté de lui, le ciel qui rosit. Pendant longtemps, il s'est défini par son passé, par l'accident, par la culpabilité, par le mot « endommagé » qu'il se répète en boucle. Aujourd'hui, il se surprend à se définir autrement, père de Zoé, compagnon de route de Manon, homme en cours de réparation. Son passé n'a pas disparu. Il ne disparaîtra jamais. Mais, grâce à elle et à eux, il n'est plus une condamnation. Juste une part de l'histoire. Une part qui, désormais, se raconte à voix haute, se partage, se traverse. Il se tourne vers Manon. « Tu sais que tu as fait quelque chose de dangereux ?» dit-il, mi-sérieux, mi-amusé. « Ah oui, tu as prouvé à un PDG endurci que l'amour peut être autre chose qu'un risque de plus à gérer. » Elle rit, le pousse doucement de l'épaule. « Et toi, tu as prouvé à une mère célibataire fatiguée qu'un homme peut veiller sur elle sans l'enfermer. » Il reste là longtemps, à regarder le jour tomber. Endommagé, oui, mais pas irrécupérable. Et, quelque part, au milieu des fissures, quelque chose de précieux brille déjà comme de l'or.